Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 22 décembre, donc à 2 jours de Noël, l'occasion pour moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. La revue de presse prend quelques jours de vacances pour revenir le vendredi 5 janvier. Pour cette semaine, nous avons au sommaire 5 articles. Et si les écosystèmes tech de Paris et Londres se rapprochaient au lieu de s'éloigner malgré le Brexit, à lire sur Madines. Showroom privé, nous avons encore une large marge d'expansion à l'international, à lire sur e-commerce mag. En 6 mois, Temu a éclipsé Shein en Europe, à lire sur le JDN. 125 ans d'histoire, Casino, la doyenne des marques de la distribution française, est sur le point de disparaître, à lire sur BFM Business. LDLC, nous nous lançons en propre sur le marché du reconditionné en 2024, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc un beau Noël et une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Et si les écosystèmes tech de Paris et Londres se rapprochaient au lieu de s'éloigner malgré le Brexit, à lire sur madines.com en date du 22 décembre. Paris et Londres sont des villes rivales mais complémentaires. Elles ont tout à gagner à multiplier les ponts entre elles aux yeux de Laura Citron, directrice générale de London & Partners, et Russell Stopford, CEO de Stadion. Avec plusieurs dizaines de milliers de citoyens français qui y vivent, Londres demeure la ville étrangère la plus française. Ville cosmopolite par excellence, la capitale britannique attire par son foisonnement culturel et technologique. En effet, si Paris et la France se targuent d'être devenus le premier écosystème technologique de l'Europe continentale, devant Berlin et l'Allemagne, c'est bien Londres et le Royaume-Uni qui continuent de mener la danse sur l'ensemble du vieux continent. Il suffit de jeter un œil aux chiffres récents pour s'en rendre compte. Au premier semestre, les startups françaises ont levé près de 4,3 milliards d'euros, tandis que les jeunes pousses britanniques ont réussi à capter 7 milliards d'euros d'investissement sur la même période, selon le baromètre réalisé par EY. Car si la French Tech est montée en puissance de manière remarquable au cours de la décennie écoulée, l'écosystème britannique est structuré depuis plus longtemps et donc plus mature. Londres, place financière forte de l'Europe, est ainsi devenu le berceau de nombreux poids lourds européens de la tech, notamment avec des fintechs comme Revolut, Wise, Monzo, GoCardless ou encore SumUp. Certes, la France compte de belles pépites comme Blablacar, Doctolib, Lydia, Conto, Withings ou encore Pigment. Celles-ci n'ont pas encore pris l'envergure des startups britanniques les plus importantes. Il y a donc encore des efforts à fournir pour combler l'écart qui sépare la France du Royaume-Uni. Et Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique, n'a d'ailleurs pas dit autre chose à l'occasion des 10 ans du label French Tech. Nous ne voyons pas Paris, Berlin ou Tel Aviv comme des concurrents. Pour autant, si Paris et Londres adorent attiser leur rivalité historique, les deux capitales européennes peuvent également se nourrir l'une de l'autre. C'est en tout cas l'avis de Laura Citron, directrice générale de London & Partners, organisme qui accompagne les entreprises étrangères dans leur processus d'implantation dans la ville traversée par la Tamise. La France a toujours été l'un des marchés européens les plus importants pour les startups et les scale-up britanniques, et Londres est la première ville mondiale pour les expansions françaises à l'international, révèle-t-elle auprès de Madines. Par conséquent, la londonienne estime que la capitale britannique et Paris sont complémentaires, d'autant plus que les deux villes sont reliées en seulement 2 heures avec l'Eurostar. Nous ne voyons pas Paris, Berlin ou Tel Aviv comme des concurrents. Vu de Shenzhen, l'Europe constitue un seul écosystème. On veut donc que notre écosystème européen soit uni, et Londres a vraiment une foi très européenne, assure Laura Citron. À ses yeux, le Brexit
n'a pas remis en cause l'attractivité de Londres sur le plan technologique. Certes, il y a plus de papier à faire, mais ce n'est pas la fin du monde, lance-t-elle avec humour. Ces dernières années, Londres est ainsi devenu un haut lieu pour les startups du gaming et de l'intelligence artificielle, et preuve que la capitale anglaise est attractive au-delà des frontières du pays. 43% des fondateurs de startups d'IA basés à Londres ne sont pas britanniques. Une chaîne de financement plus mature qu'en France. Il faut dire que Londres a des arguments à faire valoir pour attirer des talents internationaux et notamment français. La ville est par exemple très attractive pour dénicher des financements. Il y a beaucoup de fondateurs français à Londres et la plupart viennent pour lever des capitaux. Le paysage des fonds a beaucoup changé à Londres. Il y a 10 ans, il y avait très peu de late stage là-bas. Après avoir levé 20 millions d'euros, il fallait souvent se tourner vers des fonds basés aux États-Unis. Maintenant, il y a de très grands tours de table. Il est possible d'aller jusqu'à la série D sans avoir recours à des fonds situés à l'étranger, observe Laura Citron. Une vraie valeur ajoutée, alors que l'écosystème français du capital risque, très performant en amorçage, peine à tirer son épingle du jeu dans les opérations à 7 chiffres. Dans ce contexte, les fonds internationaux et notamment américains ont fait de Londres leur base arrière en Europe au cours de ces dernières années. Andersen Horowitz a ouvert son premier bureau en dehors des États-Unis à Londres, note ainsi la patronne de London & Partners. D'autres fonds majeurs de la Silicon Valley, à l'image de Sequoia ou de Lightspeed, ont également ouvert une antenne dans la capitale britannique pour s'immiscer dans les tours de table des startups européennes les plus prometteuses. Quand le parc olympique de Londres se transforme en hub d'innovation majeur. Outre un système plus mature, Londres peut également compter sur l'émergence de nouveaux lieux symboliques de son écosystème technologique pour accroître son activité à l'international. Si Paris a station F depuis 2017, la capitale britannique dispose de plusieurs hubs majeurs d'innovation, le plus récent étant celui bâti depuis quelques années dans le parc olympique créé pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Dans un rayon de quelques kilomètres, plusieurs structures ont vu le jour à l'image de Here East, un immense campus d'innovation qui réunit des startups, des investisseurs, des chercheurs, des universitaires et des institutions pour favoriser le développement de nouveaux projets innovants et importants. Ce nouveau fleuron de la tech londonienne était auparavant le complexe dédié aux médias pendant les Olympiades 2012. C'est un bon moment pour nous de réfléchir à l'héritage laissé par les JO près de 12 ans plus tard. Ce quartier n'était pas du tout utilisé avant. Maintenant, il accueille de grands centres d'innovation et génère beaucoup d'emplois. C'est un nouveau quartier culturel, East Bank, qui commence à voir le jour. C'est probablement le plus grand investissement réalisé depuis l'époque victorienne, se réjouit Laura Citron. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 se profilent à l'horizon, cet exemple de transformation urbaine a de quoi laisser songeurs les Français qui s'inquiètent de l'organisation et de l'héritage des JO. Mon message pour les Parisiens, c'est qu'il faut être patient. À Londres, c'est seulement maintenant que l'on voit vraiment les effets des JO, indique la directrice générale de London & Partners. Paris et Londres sont deux villes qui ont de grandes marques sportives, ajoute-t-elle. Au vu de leur proximité géographique et de l'imminence des Olympiades parisiennes, certaines startups britanniques veulent en profiter pour monter en puissance en France. Pour les startups britanniques, est-ce le bon moment pour débarquer à Paris ? C'est le cas de Stadium, une start-up londonienne qui développe des expériences digitales à destination des organisations sportives, notamment les clubs de football, pour enrichir leurs relations avec les fans de sport. 80% de nos clients sont au Royaume-Uni, mais il faut chercher à faire du business à l'extérieur. Comme la France est très proche, c'est souvent le deuxième marché privilégié par les start-up britanniques. En plus, c'est le bon moment pour débarquer à Paris. On sent qu'il y a des opportunités pour faire des partenariats avec des entreprises et des startups accélérés par des incubateurs comme Station F. Il y a des choses très innovantes à Paris actuellement, estime Russell Stopford, CEO de Stadium depuis l'an passé. Ce dernier était auparavant responsable du numérique du Paris Saint-Germain.
du FC Barcelone et de Manchester City. Son passage dans la capitale française lui a ainsi permis d'appréhender le marché tricolore. Avec la French Tech, Station F ou encore BPI France, on ressent la dynamique qui pousse les investissements en France est donc très excitant de voir ce que nous pouvons faire avec les Français, ajoute-t-il. Autrement dit, les opportunités se situent des deux côtés de la Manche. Pour les Britanniques, Paris constitue une belle porte d'entrée vers l'Europe continentale, tandis que les Français peuvent capitaliser sur un écosystème britannique plus mature pour franchir de nouveaux caps dans leur développement. Et ce, malgré le Brexit, qui avait fait l'effet d'une douche froide, pour ne pas dire glaciale, en 2016. Le Brexit n'a pas vraiment changé beaucoup de choses, confirme Russell Stopford. Dans ce contexte, la montée en puissance de la French Tech et la résilience de l'écosystème britannique semblent offrir de nouvelles possibilités de coopération entre Paris et Londres. Les voix se font d'ailleurs de plus en plus nombreuses en Europe pour faire front commun face aux États-Unis et à la Chine, deux ogres mondiaux de la tech qu'il sera impossible de défier si chaque pays européen veut faire cavalier seul. Showroom privé, nous avons encore une large marge d'expansion à l'international à lire sur e-commercemag.fr en date du 21 décembre. David Dayan est le cofondateur du site de vente événementiel en ligne showroomprivé.com, créé en 2006. C'est aussi le CEO du groupe, coté sur Euronext Paris. Coup de projecteur sur les ambitions de la plateforme à l'international et sa stratégie ACE, adapter, consolider, étendre. En 2022, Showroom Privé a réalisé un volume d'affaires brut TTC de près de 950 millions d'euros et un chiffre d'affaires net de 657 millions d'euros. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année. Comment se présente-t-elle ? Même si nous sommes touchés par l'environnement inflationniste actuel, nous restons néanmoins bien positionnés car notre business model est adapté à cette période difficile où les Européens font attention à leurs dépenses tout en voulant acheter des produits de marque de bonne qualité à de bons prix. Les clients ont des budgets contraints, nous devons faire mieux que les séduire. Près de 150 commerciaux parcourent la France et le reste de l'Europe pour les dénicher. Notre promesse est double, proposer de très bonnes affaires, de belles marques, en apportant un relais de business aux marques qui écoulent leurs invendus par notre intermédiaire. Cela contribue à créer du trafic dans leurs magasins et sites web. La période des fêtes de fin d'année en particulier est un temps fort pour tous les acteurs de l'e-commerce, nous y compris. Les clients anticipent souvent leurs achats pour Noël, ils les répartissent sur novembre et début décembre pour tenir compte des délais de livraison des marques. Nous réalisons entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires annuel pendant les périodes des fêtes de fin d'année. À l'heure actuelle, nous travaillons avec près de 2500 marques. Nous en avons non seulement de très connues et recherchées comme Nike, Levi's, Adidas ou Etam, mais également des marques de niche comme Tara Jarmon, Mage ou Sandro. Pour elle, notre plateforme qui compte plus d'1 million de membres inscrits et un trafic compris entre 1,5 et 2 millions de visiteurs est un atout pour le retail média et les actions que peuvent mener les marques auprès de cette cible. Notre régie fonctionne d'ailleurs très bien, c'est un important levier de nouveaux business. Le comité exécutif du groupe a également été renouvelé. Le comité exécutif du groupe, a été renouvelé après la sortie de mon associé Thierry Petit du capital de l'entreprise en 2022. C'est une page qui s'ouvre pour l'entreprise avec de nouveaux membres au sein du COMEX renouvelés et un projet qui bien sûr repose sur les mêmes fondamentaux mais se transforme aussi avec des acquisitions comme Beauté Privée et sa très large communauté de fans de beauté ou plus récemment The Braderie, une belle société qui grandit très bien avec un modèle très orienté réseaux sociaux, jeunes citadins et milléniaux. Le groupe a opéré une diversification vers les voyages et les loisirs, un choix qui porte ses fruits. Compte tenu du flux important de visiteurs quotidiens sur notre plateforme, nous avons trouvé opportun d'ajouter de nouvelles verticales qui fonctionnent très bien et sont très complémentaires de ce premier business. Le voyage a suivi une courbe ascendante, plus de 18% depuis le premier semestre. C'est une vraie réussite. Nous avons également voulu mettre l'accent sur la dimension marketplace, où nous vendons du stock, mais aussi des produits à très bon prix, un peu plus récents que ceux écoulés dans le cadre des ventes flash. La marketplace est aussi en croissance, plus 58% depuis le début de l'année. Le site Showroom Privé est né avec l'ambition d'accompagner les marques vers de nouvelles solutions pour écouler leurs invendus,
Comment jugez-vous l'essor de la seconde main à cet égard? Notre activité s'intègre plutôt bien dans cette économie circulaire car elle consiste aussi à revaloriser des produits qui n'ont pas été vendus par les retailers. Nous avons 200 employés qui remettent en état des articles tous les jours. Nous devons mieux expliquer cet aspect de notre métier car il n'est pas assez connu. Il y a un an, nous avons lancé Second Show, un programme mettant en relation les membres désireux de revaloriser leurs produits et des acteurs spécialisés dans ce domaine que nous mettons en avant. Nous vendons également beaucoup de produits reconditionnés comme des téléphones, des appareils high-tech et des vêtements de luxe. Plus de 250 000 pièces ont été récupérées depuis le lancement de ce programme. La différence entre un Vinted et nous, c'est que nous entretenons une relation B2B avec les marques. Avec Second Show, nous réconcilions les marques et la seconde main. Les clients rendent leurs produits via ces acteurs spécialisés dans la reprise et revalorisation de vêtements déjà portés et peuvent dépenser les bons d'achat qui leur sont octroyés auprès de ces marques. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 7 pays. Quel paysage présente l'e-commerce européen vu de votre fenêtre? En termes de vitalité, de dynamique et de perspective, nous avons encore une large marge d'expansion à l'international. Depuis le début de l'année, la croissance de showrooms privés en dehors de l'Hexagone est de 11%. Nous sommes présents en Italie depuis 2016, après le rachat de Saldi Privati. Les marques françaises plaisent à l'international. Notre stratégie vise à faire connaître ces marques à un public européen plus large qui, lui aussi, a été frappé durement par l'inflation. Nous avons embauché des patrons dans divers pays, en Espagne, en Italie et en Belgique. Au premier semestre 2024, nous allons accélérer notre conquête commerciale. Quels sont les grands axes de votre stratégie de smart shopping ? Notre proposition de valeur est smart. Nous nous inscrivons dans une économie qui a des caractéristiques de circularité puisque nous vendons des produits déjà fabriqués et qui ne le sont pas spécialement pour les internautes et clients. Enfin, ces derniers trouvent sur notre site des marques affinitaires répondant à leurs valeurs, RSE, sport, etc. En interne, nous avons aussi mis en place un plan stratégique baptisé ACE pour adaptation, consolidation et expansion. Nous nous adaptons aux demandes de nos clients qui veulent par exemple naviguer plus facilement sur notre plateforme. L'expérience utilisateur sur notre site est devenue plus rapide et plus agréable au fil du temps. Nous avons presque 1 milliard d'euros de GMV, 17 ans d'activité, 20 millions de membres, plusieurs dizaines de millions de commandes et de produits livrés chaque année. Nous avons consolidé cet actif au travers d'un ensemble de leviers, marketing, commercial, et nous le faisons grandir en conquérant de nouveaux territoires et en développant ceux déjà existants. Que vous inspirent les plateformes chinoises type Temu ou Shein ? Vous inquiète-t-elle? Le danger de ces plateformes, c'est qu'elles habituent les gens à un modèle économique qui ne tient pas sur la durée, avec des prix extrêmement bas, une qualité médiocre et un sourcing aléatoire. De notre côté, nous opérons dans des environnements très réglementés qui nous demandent d'être irréprochables sur le traitement de nos salariés, l'origine de nos fournisseurs, la qualité de nos produits, le RGPD, le traitement des données clients, tandis que ces plateformes n'en ont cure. C'est une concurrence assez déloyale. Showroom privé a la chance de traiter en direct avec les marques et d'être loin de tout ça, mais pour d'autres acteurs qui ont un positionnement plus discount, c'est compliqué. Quelle est votre vision des réseaux sociaux? Que vous inspire la stratégie e-commerce d'un TikTok? Les réseaux sociaux sont indispensables pour faire de l'audience, aller chercher de nouveaux clients, parler des produits, de la marque, mais ce ne sont pas nos concurrents car ils n'ont pas le savoir-faire d'un e-commerçant. Dans notre relation avec les marques, nous discutons avec elles, nous dressons un plan et prenons ensemble des mesures et des actions en partenariat avec elles via notre programme showroom.by. Par exemple, nous faisons appel à des influenceurs très connus auxquels nous donnons la parole pendant une semaine sur le site Showroom privé. Ils choisissent les produits qu'ils aimeraient proposer à leurs followers et nous animons nos articles autour de leur communauté. Ce qui marche très bien, c'est quand des influenceurs prennent la parole sur Showroom privé et créent leur propre showroom sur notre site. C'est hyper prescriptif pour les marques et même pour les influenceurs car c'est une offre exclusive. Quels sont les grands défis du retail de demain selon vous? Il faut s'adapter à l'évolution des comportements des consommateurs. C'est pour cela
que nous nous efforçons d'avoir un site hyper convivial, facile à naviguer et bien ordonné. Cela peut paraître une évidence, mais cela représente un énorme travail. Le mix produit doit être efficace et optimisé avec des différences de marques claires. Le but est de créer de la valeur pour que les gens soient fiers d'acheter sur notre site des produits qui développent une vraie appartenance de marque forte. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de se positionner uniquement comme un site proposant de belles marques. Il faut aussi avoir une identité propre. Nous devons être un retailer à part entière qui crée une relation de confiance avec le consommateur à travers une multitude d'actions, qu'elles soient orientées RSE ou qu'elles visent d'autres domaines. Il faut créer le désir pour le site et les marques qu'il vend. Les marques qui ne suscitent plus cela, et nous en avons vu beaucoup, qui en ont souffert au point de disparaître ces derniers temps, avaient perdu cette dimension. Enfin, il faut préminiser l'offre, non pas en vendant plus cher, mais en apportant plus de valeur. Quand vous ne travaillez pas pour votre entreprise, qu'aimez-vous faire pour vous distraire et vous évader? Je fais beaucoup de running, cela me permet de m'évader, de réfléchir. J'aime les échecs aussi, car c'est un jeu qui est passionnant et enseigne stratégie, patience et réflexion. Et sinon, j'aime lire, tout simplement. Je passe beaucoup de temps à lire l'actualité pour essayer de garder le contact avec l'air du temps. J'ai lu récemment Pour aller dans le bon sens de Christopher Guérin, directeur général de Nexans, qui a réussi à opérer un retournement assez incroyable de cette entreprise. Dans son livre, il évoque la théorie des 3 E, économie, environnement et engagement. Il montre qu'il est tout à fait possible de faire grandir une entreprise en restant attentif à ses principes d'engagement et d'écologie. J'ai apprécié ce livre car il amène à prendre du recul dans un tout autre genre. J'ai aussi bien aimé Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Après un terrible accident, il est parti en se déconnectant de tout pour traverser la France à pied dans un monde hyper connecté. C'est assez passionnant et cela aide à s'évader au quotidien. En 6 mois, Temu a éclipsé Shein en Europe, à lire sur le JDN en date du 18 décembre. Arrivé en Europe en février 2023, Temu est aujourd'hui plus consulté que son rival dans la majorité des pays européens. Retour sur la coûteuse stratégie du nouveau rouleau compresseur chinois. Presque 400 millions de visites au mois de novembre 2023, créé en septembre 2022 et lancé directement aux États-Unis. Temu est une marketplace généraliste mettant en relation les clients avec ses fournisseurs chinois. Elle est la déclinaison occidentale du site et de l'application Pinduoduo, du nom de la maison mère éponyme. Sans intermédiaire, les prix défient toute concurrence. Le consommateur peut par exemple y acquérir une montre connectée pour 8 € ou un robot aspirateur pour 15 €. Un marketing ultra agressif, tout comme l'avait fait avant lui Shein, la star chinoise de la fast fashion. Temu s'est fait connaître avec des campagnes publicitaires d'ampleur. Selon MIT Technology Review, durant les premières semaines de son lancement outre-Atlantique, la société aurait diffusé 1000 campagnes publicitaires sur les plateformes de Meta, contre une douzaine pour Shein, qui depuis 1 an s'est ouvert à l'univers de la maison. Tout combiné avec un slogan marquant, acheté comme un milliardaire. Conséquence, dès janvier 2023, Temu est l'application la plus téléchargée aux États-Unis. En février 2023, Temu débarque en Europe avec une première incursion au Royaume-Uni et en Italie. Son expansion se poursuit en France, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas en avril. Dans ces pays, elle adopte la même recette axée sur la publicité. Les réseaux sociaux sont envahis de publications sponsorisées, mettant en avant les promotions immanquables du site e-commerce. Selon The Guardian, chaque trimestre, Temu investirait près de 500 millions d'euros pour son marketing et ses promotions. Pour la maison mère Pinduoduo, créée en 2015, ses dépenses ont augmenté de 41% sur 1 an au deuxième trimestre 2023 pour atteindre un peu plus de 2 milliards de dollars. Et la stratégie porte ses fruits. Selon les données exclusives communiquées par Comscore au JDN, les sites et l'application de Temu enregistrent 40,9 millions de visiteurs uniques cumulés en mai 2023 au Royaume-Uni, Italie, Espagne,
France et Allemagne. Depuis août, la société ne cesse de battre des records d'audience. Sur le seul mois d'octobre, elle comptabilisait 51,6 millions de visiteurs uniques dans ces 5 pays. Un trafic largement drainé par l'application qui capte 80% des achats sur la plateforme aux États-Unis selon TechBuzz China. En septembre 2023, l'application Temu avait été téléchargée 41 millions de fois dans le monde. Un taux de rétention faible. Désormais, le défi de Temu est de fidéliser sa clientèle. Le faible prix de vente de ses produits lui impose d'enregistrer des fréquences d'achat plus importantes, car même si dans la majorité des pays européens où elle est implantée, la marketplace chinoise enregistre des audiences plus importantes que son rival Chine, ses produits à bas coût lui imposent de vendre davantage. Sur son application, en juillet et août 2023, son taux de rétention était inférieur à celui d'Amazon, de Walmart ou d'eBay aux États-Unis selon SimilarWeb. En France, selon une étude menée par Joco, le panier moyen sur Temu pour la période mai-octobre 2023 s'élève à 25 € contre 52 pour Shein. Par exemple, un montant que la fréquence de 3 achats par client sur la période ne permet pas de compenser. La fréquence d'achat sur Shein s'élève à 2,7. À titre d'exemple, AliExpress enregistre une fréquence d'achat de 4,6 pour un panier moyen de 21 €. Pour remédier à cette problématique, Temu engage ses clients avec des mini-jeux mobiles permettant de gagner des produits gratuits ou des ventes flash avec livraison et retour gratuits. En parallèle, elle tente également de convertir ses utilisateurs en ambassadeurs. La société distribue des crédits à ses clients qui partagent leurs achats sur les réseaux sociaux. « 125 ans d'histoire, Casino, la doyenne des marques de la distribution française, est sur le point de disparaître, à lire sur bfm.com en date du 19 décembre. Alors qu'Intermarché, Auchan et peut-être Carrefour s'apprêtent à se partager ce qu'il reste du distributeur, retour sur l'histoire d'une marque créée en 1898 à Saint-Étienne qui a fondé les bases de la distribution moderne. Une page longue de 125 ans est sur le point de se tourner alors qu'Auchan et Intermarché s'apprêtent à se partager la dépouille de l'ex-géant de la grande distribution française. C'est la marque Casino qui est sur le point de totalement disparaître. Après l'annonce du rachat à venir des 313 supermarchés et hypermarchés, encore dans le giron de Casino, la marque n'ornera plus que les devantures des magasins de proximité comme Casino Shop ou Petit Casino. Mais même eux pourraient tomber dans l'escarcelle d'un repreneur. Auchan, Intermarché, mais aussi Carrefour sont sur les rangs. Une start-up du commerce au 19e siècle. Ce n'est peut-être plus qu'une question de mois avant que la plus ancienne marque de commerce alimentaire en France disparaisse du paysage. La plupart des grandes enseignes du secteur comme Leclerc, Carrefour ou Intermarché sont des créations de l'après-guerre, émanation de la société de consommation naissante. Deux groupes sont largement antérieurs. Il s'agit de Système U, dont les origines remontent à 1894, et Casino, fondé en 1898. Mais le premier ne prendra la dénomination U qu'en 1975, quand le second utilise la dénomination Casino depuis ses origines. C'est à Saint-Étienne, à la fin du 19e siècle, qu'un certain Geoffroy Guichard, issu d'une famille d'épiciers, s'allie à son cousin par alliance, Paul Perrachon, pour reprendre un commerce alimentaire, rue des Jardins, aujourd'hui rue Michel Rondet, une épicerie qui se situe au rez-de-chaussée d'une ancienne salle de spectacle transformée en commerce, le Casino Lyrique de Saint-Étienne. Geoffroy Guichard développe le concept en magasin d'alimentation générale sur le modèle des Félix Potin qui rencontrent un très grand succès à Paris avec leur étal de boîtes de conserve, de bocaux de légumes et de savon. Après l'ouverture d'une succursale à Vauche, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Étienne, la Société des magasins du Casino et établissement économique d'alimentation est officiellement créée le 2 août 1898. Le succès est foudroyant, les débuts de Casino sont l'histoire d'une start-up du commerce à l'orée du XXe siècle. En à peine un an, le groupe ouvre 40 succursales et lance la production de ses propres denrées dans des usines stéphanoises. Pain, huile, chocolat, café, liqueur, le tout vendu dès 1901 sous la marque Casino.
c'est l'invention de la marque de distributeur connue aujourd'hui sous l'acronyme MDD. Pourquoi Casino a perduré? En 1925, Geoffroy Guichard prend seul le contrôle du groupe en rachetant les parts de ses associés. Lorsqu'il cède son fleuron 4 ans plus tard à ses enfants, Casino est un empire du commerce avec ses 1000 succursales et ses 500 concessions, principalement situées dans la moitié sud du pays. Alors que le cimetière des enseignes disparues est bien garni, on ne compte plus les Félix Potin, Mammouth, Codec, Montlore, Prise Unique, Continent, Champion, les Mutants, tombés dans les oubliettes de l'histoire. La marque Casino traverse, elle, les époques. D'abord parce qu'elle reste dans le giron familial Guichard jusqu'à l'arrivée de Jean-Charles Naouri en 1992. Ensuite parce que les successeurs du fondateur veulent faire mentir l'adage selon lequel la première génération crée l'entreprise, la seconde la développe et la troisième la ruine. Ainsi, en 1947, Pierre Guichard, le fils de Geoffroy, s'envole pour les États-Unis à la tête d'une petite équipe pour un voyage d'études. La consommation de masse a déjà pris son envol de l'autre côté de l'Atlantique et les dirigeants de Casino rapportent en Europe 2 idées qui donneront naissance au supermarché moderne, le libre-service, auparavant les vendeurs servaient les clients, et les meubles réfrigérés. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 1948, la première succursale en libre-service est ouverte à Saint-Étienne, un an avant Leclerc de Landerneau et 11 avant la fondation de Carrefour à Annecy. La France découvre le supermarché avec l'arrivée des rayons frais dans les années 50. Casino invente aussi la date limite de conservation en 1959. Mais la concurrence s'aiguise dans le secteur et Casino veut garder un coup d'avance en multipliant les formats de magasins. Les supermarchés deviennent de plus en plus grands, comme ceux de Nice en 1957 ou Grenoble en 1960 proposent des rayons de produits non alimentaires et des chariots pour faciliter la circulation. La rivalité avec Carrefour. Carrefour a tapé un grand coup en 1963 avec l'ouverture du premier hypermarché de France, plus de 2500 m². Alors Casino se lance dans la course au gigantisme en inaugurant le 25 mars 1970 le premier géant Casino à Marseille, une galerie marchande d'une 40aine de commerces, 16 000 m² de surface commerciale, une cafétéria et un parking de 400 places. Le magasin devient un loisir et Casino est encore précurseur. Au tournant des années 90, c'est l'heure des concentrations et des rachats dans le secteur. Carrefour fait ses emplettes au sein de groupes régionaux en difficulté, Montlore, Euromarché. Casino jette, lui, son dévolu en 1992 sur le distributeur breton Rallye, sauvé quelques mois plus tôt par le financier Jean-Charles Naouri. Ce dernier met dans le panier de la mariée toutes ses activités de distribution en échange de 29% des parts de Casino. En faisant alliance avec Jean-Charles Naouri, Antoine Guichard aurait-il donc fait entrer le loup dans la bergerie? S'interrogeait à l'époque Les Échos à l'annonce du rapprochement. Un article prémonitoire qui traduit dès l'acte de baptême le scepticisme du secteur sur la capacité de l'énarque Naouri, reçu premier à Normal Sup, à se changer en épicier. Pour la place, Jean-Charles Naouri ne semble pas être le dauphin d'Antoine Guichard, rôle que certains lui prêtent déjà, se hasarde l'article. Si tel était cependant le cas, il lui faudrait alors prouver qu'il peut toquer son costume de financier contre celui de commerçant. C'est bel et bien lui qui prendra pourtant seul le contrôle du groupe stéphanois en 1998 à la suite d'une OPA hostile avortée du groupe Promodes. La marque Casino perdurera, mais le groupe sera désormais davantage associé au montage financier complexe qu'un commerçant précurseur et innovant. En perdant son ADN, Casino aura fini par perdre sa marque et bien plus encore. LDLC, nous lançons en propre sur le marché du reconditionné en 2024, à lire sur République Retail en date du 19 décembre. LDLC vient d'annoncer sa volonté de racheter le site rue du Commerce, l'occasion de faire un point global avec Laurent de la Clergerie, patron de cet acteur majeur de la vente de matériel informatique et produits high-tech, mais aussi d'évoquer les projets en 2024, les questions sociales ou sa vision du secteur. Comment jugez-vous cette année? Nos résultats au premier semestre étaient à l'équilibre comparé à l'année dernière
et légère croissance. Et en légère croissance, LDLC a généré 266,9 millions d'euros à fin septembre, en hausse de 5,1%. Après les années Covid, nous avions explosé, où nécessairement la voilure s'était réduite par la suite, puisque les consommateurs s'étaient suréquipés. Progressivement, nous revenons dans un cycle de croissance. Nous sommes optimistes pour les prochaines années. Pourquoi vous intéressez-vous à Rue du Commerce ? Le site va changer de propriétaire pour la 4e fois en 10 ans. Shop Invest, le propriétaire aussi des 3 Suisses, est celui qui a le mieux maintenu Rue du Commerce. 3,5 millions de références et plus de 7700 marques dans le domaine de l'informatique, de la high-tech et de la maison, mais sans arriver à le faire décoller. Les autres n'étaient pas des e-commerçants avec à chaque fois des stratégies différentes. Nous sommes convaincus qu'en retrouvant un ADN de société d'e-commerce, nous pouvons relancer Rue du Commerce car sa notoriété demeure forte. Son cœur de métier reste le nôtre. Nous sommes sans doute l'acteur le plus proche de Rue du Commerce. Je ne peux pas évoquer notre plan pour le moment car la finalisation de cette opération est envisagée au plus tard en juin 2024. Où en êtes-vous dans votre marketplace ? L'idée était de venir uniquement en complément du catalogue LDLC. Par exemple, nous ne recensons que 25 coques d'iPhone alors que les autres sites en ont 10 000 voire 1 million. Aussi, nous ouvrons notre canal e-commerce lorsqu'il faut laisser du choix. La marketplace génère environ 2 millions d'euros. Cela reste très faible dans notre chiffre d'affaires. Il n'y a pas de volonté à ce qu'elle grossisse fortement, mais que les acheteurs puissent trouver des produits qu'on ne peut pas référencer. Concernant les magasins, où en êtes-vous dans votre maillage ? Nous inaugurons encore quelques points de vente, mais clairement, nous ne sommes plus dans une phase d'accélération. Notre objectif était une centaine et nous y sommes presque, 99 à date. En étant à peu près partout, l'idée de ce maillage est de se rapprocher des consommateurs pour amener du service en construisant une relation de proximité, aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Quels sont les grands enseignements que vous tirez du retail physique ? Il y a 10 ans, on nous avait dit que le retail physique était mort. On a bien fait d'y aller. Même en regardant la période post-Covid, les magasins ont beaucoup mieux résisté que l'e-commerce. Lorsque nous nous sommes lancés dans le retail, les craintes en interne étaient que nous cannibalisions notre propre marché. Les franchisés nous disaient que nous allions avoir les mêmes clients sous forme de bataille entre les deux canaux. Nous nous sommes rendus compte que c'est la plus grosse surprise que le client boutique et le client web ne sont pas du tout les mêmes. La clientèle web reste historique, celle d'initiés qui savent ce qu'ils veulent et n'ont pas besoin d'aller en magasin. Et inversement, les acheteurs en magasin ont besoin d'échanger avec un vendeur, se faire accompagner dans leur achat et avoir cette réassurance. La marge entre ces deux clientèles n'est que de 10%. Si le client utilise tous les canaux pour se renseigner, il a son canal d'achat auquel il reste fidèle. Que représentent les magasins dans votre chiffre d'affaires ? Nous voulions être moins dépendants de l'e-commerce car je savais que le web ne ferait jamais plus de 30 ou 40% du marché. On se privait des 60% restants. Aujourd'hui, les points de vente génèrent plus de 15% de notre chiffre d'affaires. L'ambition est d'avoir un parfait équilibre entre les deux canaux à 50-50. Quels sont les derniers services lancés ? Nous avons tenté la livraison illimitée sous forme d'abonnement annuel, mais nous ne possédons pas une offre assez étendue pour que les acheteurs achètent une quinzaine de fois sur le site. Nous sommes sur un marché où les consommateurs achètent 1,5 fois tous les 2 ans environ. Récemment, nous avons lancé la garantie gratuite 3 ans sur tous les produits, un joli succès. On parle beaucoup de reconditionner et de réparation. Est-ce un sujet pour LDLC ? Nous en faisons actuellement à travers la marketplace, mais en effet, nous avons un projet en cours sur le reconditionner dans une catégorie où nous possédons une véritable expertise, la reprise de PC portables, puis du reconditionnement et de la revente. Nous voulons arriver à le faire en propre et à être capable de gérer un service de reconditionnement. L'offre devrait être disponible au premier trimestre 2024.
Que retenez-vous de ces 27 années écoulées? La crise sanitaire a déclenché deux années d'hypercroissance avec quasiment 40% de croissance d'un mois sur l'autre durant 2 ans. Ensuite, nous avons subi une décroissance, mais en étant toujours au-dessus de 2019. Si on conclut la période de Covid, notre marché reste en croissance. En revanche, autour de nous, on se rend compte que si nous faisons de la croissance, c'est aussi parce que tous les autres acteurs souffrent de plus en plus, excepté un Américain, très clairement. Le marché devient de plus en plus compliqué. Il vaut mieux être un acteur historique fort et ne pas se battre sur les prix avec une clientèle fidèle, car vous êtes bon et non parce que vous n'êtes pas cher. Aujourd'hui, les enseignes qui ont toujours essayé d'avoir du prix et n'ont jamais été rentables n'y arrivent plus. Dans le futur, cette concentration d'acteurs, le marché sera plus sain dans l'e-commerce et va s'équilibrer. On le voit dans le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, on ne parle quasiment plus des comparateurs de prix parce que chacun sait où il achète. Vous avez lancé en mai une première boutique Top Achat à Paris dédiée à la conception de PC sur mesure. Qu'en est-il ? La boutique augmente son chiffre d'affaires tous les mois, mais cela prend du temps. Il faudra 1 ou 2 ans pour qu'elle s'installe véritablement. Nous allons d'abord confirmer ce magasin avant d'en ouvrir d'autres. LDLC est une entreprise familiale avec votre frère et jusqu'à récemment votre sœur. Qu'est-ce que ça change ? Pour avoir vécu les deux situations, il y a bien sûr une confiance plus forte entre frères et sœurs, et cela permet aussi de se dire les choses de façon très franche, quelquefois des choses qui ne se diront jamais des personnes qui ne sont pas de la même famille, mais le lendemain, nous tournons la page et nous nous réconcilions. Au niveau de l'entreprise au global, cela apporte un supplément d'âme. Vous ne dirigez pas de la même manière en famille que lorsque vous êtes tout seul à diriger une entreprise. Pour nous, LDLC est une grande famille, là où certaines sociétés ne pensent qu'à la rentabilité, même si nous sommes cotés en bourse. Quand on pense croissance, nous impliquons toujours le reste des équipes. Quand nous avons mis en place la semaine de 4 jours, après en avoir parlé à mon frère et au directeur financier, je pensais que cela nous coûterait de l'argent, autour de 5%. Cela ne sera pas le cas, mais je décide de le faire et on y va. Vous êtes connu pour être un patron très sensible aux questions sociales, avec de vraies avancées dans le bien-être au travail, semaine de 4 jours, congé post-natal pour les femmes et hommes, un mouvement encore très marginal en France. Il m'a fallu 3 jours pour prendre la décision de la semaine de 4 jours. Les autres dirigeants n'y sont pas opposés pour en avoir beaucoup, mais ont besoin de beaucoup de temps pour se décider. Ils se posent beaucoup plus de questions dans le fonctionnement et leur organisation interne. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement de fond où petit à petit, l'idée ne paraît plus si absurde et commence à entrer dans les mentalités. Le sujet n'est pas français, mais mondial, et sans doute des pays bougeront plus vite que la France et en entraîneront d'autres. D'un point de vue RH, qu'est-ce que cela vous permet de mieux recruter ? Mon problème n'est pas de recruter, mais de ne pas avoir assez de turnover, ce qui est tout le contraire de ce qu'on peut entendre ailleurs. Par exemple, dans la relation client, les employés restent en moyenne 1 an et demi maximum. Chez LDLC, ils sont là depuis 9 ans parce que les conditions de travail sont bonnes, les salaires sont corrects. Quand vous faites le nécessaire, les collaborateurs restent. Ce n'est pas le métier qui fait fuir les gens, mais les conditions dans lesquelles on les considère. On parle beaucoup d'IA générative et des premiers cas d'usage. Avez-vous commencé chez LDLC ? On expérimente le sujet avec des tests divers et variés. La seule chose qu'on n'a pas du tout testée, c'est l'interaction avec des clients. Notre relation client est vraiment basée sur la qualité. Il était inenvisageable de mettre un chatbot qui n'y répondrait que imparfaitement. En revanche, nous avons commencé à regarder sur le rédactionnel pour améliorer certains points ou aller plus vite. Sur les fiches produits, les premiers tests fonctionnent très bien, ou sur les traductions de sites. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les
pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.